Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mathilde Tricotte. On se retrouve comme toujours pour 2 semaines de vlog. Aujourd'hui on est le mercredi 12 juillet et ce n'est pas n'importe quel jour puisque c'est la journée où la chaîne a atteint les 3000 abonnés. Donc un grand merci à vous tous de continuer à me suivre dans cette aventure qui a débuté il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, d'avoir vos retours en commentaire, de pouvoir discuter. Je prends toujours autant de plaisir à vous partager mon quotidien au tricot et à vous partager l'évolution aussi dans cet art créatif. Donc merci à tous. Il y a un concours qui arrive sur la chaîne au courant du mois d'août que je suis en train d'organiser. Donc on se donne rendez-vous dans quelques vidéos pour fêter ces 3000 abonnés. Alors sur le tricot maintenant j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais commencer par vous faire un bref retour sur la vidéo sur les coulisses des vlogs que je vous ai posté il y a 3 semaines pour vous je pense. Même 4 semaines en tout cas. Bon, j'ai posté une vidéo sur les coulisses de mes vlogs et il y a quelques questions qui sont revenues sur lesquelles je n'avais pas apporté de réponse, notamment sur le point des publicités lors des vidéos. En fait on m'a demandé est-ce que quand on ignore les annonces pendant les vidéos, est-ce que la personne qui a créé la vidéo est quand même rémunérée? Et honnêtement je n'avais pas la réponse, donc je me suis renseignée et il semblerait que non. Quand on ignore l'annonce, la rémunération ne fonctionne pas puisque le potentiel client n'a pas visionné l'annonce au complet, donc l'annonceur n'a pas pu délivrer son message, donc c'est vrai que quelque part c'est un petit peu logique. Donc non, quand on clique sur le petit encart ignorer les annonces, la rémunération ne se fait pas. Donc moi maintenant le sachant, quand je visionne des vidéos, j'essaye de ne pas cliquer dessus, mais on se cachera pas que si l'annonce elle fait plus de 30 secondes, j'ignore quand même parce que c'est aussi le plaisir du visionnage qui doit compter. Et depuis quelques temps maintenant, même si le créateur de contenu sélectionne la possibilité d'ignorer les annonces, puisque ça c'est quelque chose qui se fait lors de la programmation de la publication de la vidéo, YouTube peut quand même mettre des vidéos de moins de 30 secondes qu'on ne peut pas ignorer. Donc c'est quand même pas mal le cas, en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai en tant que spectatrice de podcast. C'est vrai que ça arrive quand même régulièrement d'avoir des courtes publicités qu'on ne peut pas ignorer. Donc l'avantage c'est que dans ce cas-là le créateur de contenu perçoit sa petite rémunération. Donc voilà pour ce côté-là. Ensuite, d'un point de vue tricot, j'ai enfin terminé le lotus de Sarah Blau et en fait je suis en train de le faire sécher, il est en train de bloquer, donc je vous le montre pas aujourd'hui, je vous le montrerai quand il sera sec. Et il me reste à rentrer les fils. Alors c'est très rare que je bloque sans avoir rentré les fils, en général je les rentre toujours avant le blocage, sauf que là j'ai eu tout simplement la flemme et bon je voulais pas retarder la mise en eau parce que aujourd'hui c'est à peu près la seule journée de beau temps qu'on a au milieu de la pluie qui dure depuis des semaines et qui a priori va continuer à être avec nous pendant quelques temps. Donc je l'ai mis à bloquer et je rentrerai les fils après. Donc ça chacun ses habitudes. Souvent on dit que c'est bien de rentrer les fils après parce que comme les fibres se sont détendues au blocage, ça permet d'avoir une meilleure finition. Mais moi j'aime mieux le faire avant une bonne fois pour toutes et je tire beaucoup sur mon tissu en même temps que je rentre les fils pour m'assurer qu'ils soient rentrés de manière à ce que justement ils ne ressortent pas au moment du blocage. Il me restera juste ça à faire, mais le lotus il n'y a pas beaucoup de fils à rentrer, il y a vraiment juste le fil de départ, le fil de fin, le fil des emmanchures et un fil, et encore même pas, je pense que le fil du changement des chevaux je l'avais rentré au fur et à mesure que je tricotais, donc j'en ai pour 5 minutes grand max. En tout cas je suis vraiment contente de pouvoir bientôt le porter.
Alors ça m'a permis de finir le lotus, de me remettre sur mon autre projet en cours qui est le Cumulus Tee que je tricote à la façon Rocky Tee. Donc le patron que je suis, c'est le patron de la Cumulus Tee de Petite Knit, mais avec les marqueurs du Rocky Tee, donc en faisant une alternance de Merino et de Mohair, et en ayant ajouté les petits trous au niveau des raglans. Mais sinon c'est vraiment le patron de la Cumulus Tee. Pourquoi est-ce que j'avais choisi de suivre ce patron là? Tout simplement parce que la forme du Rocky Tee depuis toujours, elle a quelque chose qui me dérange. Je suis pas capable d'identifier quoi, mais il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Et il se trouve que j'avais déjà le Cumulus Tee, le patron, dans ma bibliothèque, puisque je l'ai même déjà tricoté et que c'est une forme que j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de partir avec ce patron là pour me donner une chance d'avoir une construction qui me plaisait. Donc c'est ce que j'ai fait. La Cumulus Tee est disponible en plusieurs langues et notamment en français, et comme je l'avais déjà tricoté une fois, ça a été assez facile pour moi, mais je me souviens que la première fois j'avais eu un petit peu de mal parfois à comprendre où Petite Knit voulait en venir, et j'avais dû regarder un petit peu la version anglaise aussi pour me repérer. Donc ce sont des laines que j'ai achetées lors du festival Knit City à Montréal, de la compagnie Wonder Fox, quelque chose comme ça. Et j'alterne donc mes rangs de Mohair et de Merino. La dernière fois que je vous ai vu, j'en étais exactement ici. Et en fait entre dimanche et aujourd'hui mercredi, j'ai quand même tricoté tout ça, ce qui est quand même pas mal parce que j'avais encore les manches aussi sur mes aiguilles jusqu'il n'y a pas très longtemps. Je viens tout juste ce matin de séparer les manches du corps et je vais pouvoir poursuivre. Donc bien sûr j'ai suivi le patron de la Cumulus Tee, mais j'ai dû l'adapter parce que le patron de la Cumulus Tee se tricote normalement en 3 mm je crois, au 3.25. Là je suis en 4 mm parce que je voulais un tissu quand même assez lâche pour ne pas qu'il me tienne trop chaud. Donc je suis partie sur la plus petite taille, sachant que pour ma vraie Cumulus Tee que j'ai à côté de moi, j'étais partie sur la deuxième taille en sachant que je tricote plus lâche que Petite Knit. Donc là je suis partie sur la première taille. D'un point de vue largeur, je pense que c'est ce qu'il me fallait, surtout que le Rocky Tee demande un petit peu d'aisance positive. Par contre d'un niveau hauteur, j'ai dû ajuster également, puisque là forcément finalement j'ai dû rejoindre l'encolure un peu plus tôt, séparer les manches un peu plus tôt, sinon tout aurait été vraiment trop bas par rapport à mon échantillon. Mais sinon à part ça tout s'est très bien passé, j'ai rien eu de spécial à faire. Je suis quand même contente d'avoir enfin séparé le corps des manches, parce que ça veut aussi dire qu'il y a moins de mailles sur nos aiguilles, et ça lui donne vraiment ça permet de mieux se projeter en fait. Je trouve que tant que les manches sont pas séparées du corps, j'ai toujours un peu plus de mal à me projeter sur le projet. Donc j'ai calculé que je voulais faire à peu près 25 cm de long sous les emmanchures, parce que je ne le veux pas trop long. D'abord parce que je vais essayer de lui donner un petit côté moderne, parce que je trouve qu'avec les rayures comme ça de mohair, ça peut vite avoir un effet un peu mémérisant. Et aussi parce que j'aimerais faire les manches les plus longues possibles, parce que Merino Mohair ça va me tenir chaud. Et justement j'ai eu l'expérience avec ce Cumulus Tee que j'ai tricoté en mélange de laine et lin, en fait d'avoir des manches courtes et de ne pas pouvoir le porter parce qu'il me tenait trop chaud en été, et d'avoir les bras dégagés, j'avais trop froid à la mi-saison. Donc j'ai rallongé les manches de celui-ci, et pour ne pas avoir le même souci avec le Rocky Tee, j'aimerais avoir au moins des manches 3/4 si je suis capable. Donc c'est pour ça que je vais grignoter aussi un petit peu sur le corps. Donc j'ai calculé que je voulais 25 cm sous les emmanchures. J'ai calculé que 2 rayures, donc une alternance de mohair et de mérino, me faisaient 5 cm. Donc ça signifie que je dois faire 10 rayures, donc 5 rayures de mohair, 5 rayures de mérino pour atteindre le nombre de centimètres que je veux, sachant que j'ai pour objectif de tricoter à peu près une rayure par jour. Donc mon plan est de terminer le corps pour dimanche dans 2 semaines et demie, on va dire.
Il sera peut-être même terminé avant, mais je ne veux pas non plus me fixer des objectifs trop courts. Donc moi qui pensais terminer ce projet à la fin août, finalement il va plutôt être terminé début août. Donc ça c'est quand même chouette, ça va faire de la place sur mes aiguilles et je me régale à le tricoter. J'essaye parfois de me raisonner parce que j'ai d'autres choses à avancer, mais c'est lui que j'ai envie de tricoter, alors je me dis je me force pas. Pour le moment il n'y a rien de... Il y a des choses un petit peu urgentes, mais il n'y a rien qui sont en alerte rouge, donc j'écoute mes envies, je le tricote, et puis c'est normal, c'est la reprise aussi, je l'avais laissé de côté pendant plusieurs semaines. Donc là voilà, c'est un peu l'émulsion des premiers jours. J'ai laissé traîner, alors, Dobby, mon chat Dobby, a eu une période où je ne pouvais pas du tout laisser traîner ma laine pendant très longtemps parce que sinon il jouait avec, et là ça fait quelques mois que il ignore. Je peux tout à fait laisser mes projets, alors je fais quand même attention, mais je peux laisser des projets traîner, il s'en fiche. Et il faut savoir que je vous ai pas raconté, mais Dobby il s'est fait croquer par un autre minet il y a maintenant un peu plus de 2 semaines de ça à l'heure d'aujourd'hui. Dobby à la base c'est un chat d'appartement, on a vécu dans un immeuble pendant les 2 premières années de sa vie de chat, et ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on a accès à une cour, on a une cour en fait, un petit jardin. Et Dobby, au début où on vivait ici, on le faisait sortir seulement avec son harnais parce qu'on l'avait habitué à porter un harnais et à marcher en laisse, donc il sortait seulement avec son harnais et avec la laisse dans la cour. Ensuite il y a eu l'hiver, donc avec l'hiver québécois on l'a pas fait sortir. Et là finalement il a commencé à sortir seulement là au début des beaux jours de cette année. Donc peut-être depuis 3 mois quoi, quelque chose comme ça. Et au début il restait vraiment juste dans la cour, et puis petit à petit, semaine après semaine, il a un petit peu étendu son territoire. Et il se trouve que là où on vit, il y a pas mal de chats dans le quartier, on a nos petits voisins qu'on connaît, et il y a un nouveau chat qui est apparu, en tout cas je sais pas si c'est des nouveaux voisins ou si c'est juste un chat qu'on avait... je pense qu'il devait pas sortir avant, donc c'est des nouveaux voisins parce qu'on le voit vraiment tout le temps. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'on l'aurait pas vu pendant 1 an puis que là tout d'un coup on le verrait tout le temps. Bref, Dobby petit à petit voilà, il sortait sans surveillance, il a son petit collier avec sa petite médaille d'identification. Et il avait l'habitude de faire un petit peu sa vie, alors pas non plus tous les jours, on le fait sortir vraiment quand nous-mêmes on est dehors, et on le fait rentrer dès qu'on s'absente de la maison, il sort pas non plus voilà, à volonté. Et en fait il est sorti un jour et puis on est parti en week-end, on est parti en week-end chez ma soeur, c'était pour la Saint-Jean, donc fin juin. Et quand on est revenu, on est parti 2 jours je pense, donc Dobby il a l'habitude de rester tout seul à la maison 2-3 jours quand on part en week-end, on le fait depuis qu'il est tout petit, c'est un chat qui régule son alimentation, donc on n'a aucun problème, on peut lui laisser des croquettes à ce qu'il lui faut en fait pour le nombre de jours où on s'absente, et puis lui il se régule, il a son eau, il a une litière propre, donc voilà, il est habitué à rester tout seul quand on part en week-end. Donc on part en week-end, on revient assez tard en soirée, on se couche, et puis moi je suis restée toute seule à l'appartement pendant un petit moment en soirée, et au départ il était très collant, et puis après je l'ai pas vu de la soirée. Et je me suis dit, oh bah il me boude, parce que bon bah souvent voilà, c'est un chat, ça a son petit caractère, souvent il nous colle quand on rentre, mais là je me suis dit, bon bah là il a envie d'être tranquille, donc je l'ai laissé quoi, ça m'a pas du tout inquiété. Et puis le lendemain matin, déjà j'avais remarqué dans la nuit qu'il se léchait beaucoup. Et puis, mais ça lui arrive quand même souvent de faire sa toilette, et là ça dure 10 minutes, donc je me suis pas non plus inquiétée que ça. Et le lendemain matin je vois qu'il se lèche toujours au même endroit, donc là je suis allée regarder, et en fait il s'était fait croquer et la morsure s'était infectée en fait, c'était vraiment, il avait un très gros trou, un très gros abcès plein de pus, c'était dégueu. Et là en l'observant un petit peu dans la matinée, je me suis rendu compte que vraiment il était tout rabougri, il me collait partout, il me suivait comme un petit chien, il avait pas d'énergie quoi. Il buvait, il mangeait, mais il était vraiment tout morose. Donc là moi comme je savais pas trop si c'était une morsure ou si c'était
piqué quelque part avec un barbelé ou j'en sais rien parce que je voyais juste un seul trou. Dans le doute j'ai appelé les vétos, là ils m'ont dit oui ça prend des antibiotiques parce que c'était purulent donc clairement il y avait une infection et puis on l'a emmené chez le vétérinaire et donc voilà ça c'était il y a un peu plus de 2 semaines. Il a été mis sous antibiotiques, sous anti-inflammatoires, tout le tatouin et privé de sortie. Vous inquiétez pas, le lien avec le tricot est presque là. Et normalement il était privé de sortie jusqu'à lundi, là on est mercredi. Et pour le moment je ne laisse toujours pas sortir parce que sa plaie est déjà pas 100% guérie. Et parce que du coup ça me stresse un peu quoi, j'ai pas trop envie, surtout que bon les morsures entre les chats c'est porteur de maladies, hein. C'est comme ça qu'ils se donnent le sida du chat, la rage et tout le tintouin. Et Dobby en fait comme à la base quand on l'a eu il n'allait pas dehors, il n'a pas tous ces vaccins, tous les vaccins nécessaires pour le laisser sortir en toute sécurité, aussi bien pour lui que pour nous et que pour les autres animaux. Donc bon là c'est sûr que la vétérinaire elle nous a un peu refait le point aussi sur ce qu'on avait à faire si on voulait le laisser sortir. Et donc du coup voilà ça m'a un petit peu... pour le moment je me sens pas trop à l'aise de le laisser sortir. Peut-être je le laisserai sortir avec moi quand je vais dehors. M'assurer qu'il reste proche de moi parce que c'est pas un baroudeur, hein, il reste vraiment à 50 mètres, de rayon par rapport à mon habite. Mais voilà, et donc du coup ce matin il voulait sortir, donc je lui ai dit non. Et en fait justement il voulait sortir parce que je suis moi-même sortie pour bloquer mon lotus. Je lui ai dit non et donc là évidemment il était fâché contre moi. Et j'avais une réunion, j'avais posé mon tricot sur une table en fait à côté de là où je travaille. J'avais une réunion et là je vois Dobby qui se met à jouer avec Malène. Sauf que c'est une réunion importante, je parlais de sujets importants, enfin j'avais pas trop rien de me soucier du chat quoi, donc j'ai essayé de pas trop regarder. Et évidemment quand la réunion s'est terminée, que je suis allée voir, il avait mangé mes câbles, comment ça s'appelle ça, les câbles knitting barber là. Tout dévoré, voilà, c'est en plein de petits morceaux. Bon, que voulez-vous? L'avantage c'est qu'il a coupé les extrémités, donc ça me les a raccourcis quoi, mais ils sont quand même utilisables. Et puis ça, il essaye de les manger depuis que je les ai, et je les ai depuis pas loin d'un an je pense, j'ai dû les acheter en septembre l'année dernière je crois, si ma mémoire est bonne. Donc je me dis bon voilà c'est le jeu, j'ai un chat, voilà ça détruit, c'est comme ça hein, quand on a des animaux... il faut assumer quoi, donc voilà j'étais un peu deg, il m'a sectionné mon fil avec mon mérino, donc là j'ai fait un petit joint feutré. En tout cas j'avais peur que les dégâts soient plus grands que ça finalement, bon voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc voilà pour la parenthèse Dobby. Si on revient un peu plus sur le tricot à proprement parler, sur mes aiguilles j'ai également une chaussette, la deuxième chaussette de ma paire que je tricote pour mon amoureux Loris. J'avais tricoté une première chaussette, je suis en train de faire la deuxième et en fait je vous expliquais dans mon précédent vlog que j'allais avoir pendant plusieurs semaines des réunions en ligne à suivre, pas vraiment des... Enfin oui c'est des réunions mais j'ai pas besoin de participer à proprement parler, il faut seulement que j'écoute le jeudi soir, des réunions de 2 heures et que je voulais me préparer un petit... j'ai perdu une maille, j'essaye de la récupérer mais je comprends pas trop ce qui se passe et que je voulais un petit tricot zéro cerveau et pas encombrant pour pouvoir tricoter pendant la rencontre pour pouvoir maintenir mon intérêt parce que j'avais un peu peur d'avoir du mal à me concentrer passer 2 heures à écouter quelqu'un c'est pas... Voilà, j'avais peur d'avoir du mal à me concentrer et je me suis dit qu'avec un petit tricot ça allait m'aider à maintenir mon attention. Donc j'ai monté la deuxième chaussette, j'ai fait les côtes, la tige et j'ai commencé le talon. Et mon objectif, puisqu'on est mercredi et que cette rencontre là a lieu demain soir, c'est pour demain soir terminer le talon pour pouvoir engager le pied pendant la réunion. Donc à venir sont des laines de Rose Hills Yarns qui sont des... Bon, j'avais oublié de vider ma carte SD du dernier vlog, donc là la carte était pleine, donc ça m'a coupé et je sais même plus ce que je disais, mais en tout cas bon voilà, tout ça pour dire que je suis
modèle Sacristain en fait, qui est un de mes designs de chaussettes disponible gratuitement sur Ravelry, qui est en fait ma recette de chaussettes toutes simples à la vanille. Le modèle Sacristain a une dentelle au niveau de la cheville et un léger jacquard sur le bout du pied, mais pour en faire une chaussette à la vanille, il suffit simplement de modifier les instructions de la torsade et du jacquard par des mailles en droit tout simplement, et ça vous donne une chaussette à la vanille. Donc si vous êtes intéressé par ma recette, vous pouvez aller la chercher gratuitement sur Ravelry. Elle est disponible des tailles 56 à 72 en français. J'ai des projets de traduction en anglais de mes différents patrons, mais pour le moment j'ai pas encore eu le temps de vraiment m'y pencher, donc ça c'est un projet quoi, mais je sais pas encore trop quand est-ce que ça va être disponible. Voilà, à part ça, d'actif sur mes aiguilles, j'ai également le châle que je suis en train d'imaginer, que je vous montre pas parce que je ne l'ai pas avancé depuis la dernière fois. Je pense qu'il va être avancé au courant du vlog, donc je viendrai vous le présenter à ce moment-là. J'ai aussi un gnome pareil que je vais vous présenter quand il sera avancé, que je destine en cadeau. Et normalement c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles d'actif en tout cas. Sinon, je voulais vous parler de ce que je regarde en ce moment. En fait, bon, je regarde mes podcasts habituels, hein. Moi, je suis un peu routinière, hein. J'ai mes podcasts préférés. J'ai la chance de regarder d'apprécier des personnes qui sortent des vidéos de manière souvent hebdomadaire. Donc ça fait que je n'ai jamais rien à me mettre sous la dent. Donc mes podcasts incontournables, Miss Manu au naturel, Atelier EV3, Démaillez-moi, L'eau demoiselle, et je pense que ce sont les principaux que je ne loupe jamais, sûrement que j'en oublie, mais sinon voilà, j'en regarde aussi bien sûr plein d'autres. Je regarde Laine Poudrée, je regarde, qui est-ce que je regarde? Donc bah, Lysandre Bourdin quand elle sort des podcasts, Ricolibri quand elle sort des podcasts, enfin voilà, bref, il y a plein d'autres personnes, mais voilà, ça c'est mes petites habitudes. Et j'avais commencé à regarder il y a quelques temps également les vidéos de Loli Pelote. Et j'avais vraiment aimé, en fait son énergie principalement. Et en fait, une chose en entraînant une autre, j'ai pris un peu de retard dans mes podcasts, donc je suis restée sur mes podcasts incontournables, et au final j'ai laissé tomber... disons que j'ai loupé le suivi de Loli Pelote. Et là, cette semaine, j'ai commencé à regarder ses vlogs journaliers. En fait, pendant l'été, elle fait un vlog par jour. Non mais là, c'est une addiction. Je ne suis plus capable de m'arrêter. Alors je me force parce que c'est comme les bons livres, on veut pas les finir trop vite. Donc là, comme j'ai du retard, je dois être au 7e épisode. Donc voilà, on est à la 12e journée. Je veux pas les regarder trop vite parce que je veux pouvoir continuer à les enchaîner, parce que les épisodes font une vingtaine de minutes en général, donc ça va quand même vite. Donc là, j'essaie de me restreindre, d'en regarder pas plus que un à la fois, pour être sûre d'en garder sous le bras quoi. Mais franchement je vous encourage, c'est génial. Julie, elle a vraiment une personnalité extraordinaire, elle a vraiment plein de jolies choses à raconter. Là la pauvre, elle a eu un souci, elle est tombée je crois, elle s'est abîmée les 2 poignets. Alors là pour une tricoteuse, quoi de pire? Oui, il pourrait y avoir pire parce qu'elle arrive quand même à tricoter, mais franchement c'est pas drôle pour elle la pauvre, et donc elle nous emmène quand même dans ses aventures tous les jours de tricot, et elle nous parle de tout un tas d'autres choses. Et moi souvent j'ai du mal à accrocher avec les podcasts tricot qui se perdent un peu dans d'autres sphères où on nous parle de livres, de jardinage. C'est des sujets qui m'intéressent, mais quand je regarde un podcast tricot, je le regarde pour le tricot, et j'ai un peu de mal à accrocher quand il y a d'autres sujets qui sont vraiment prédominants. Et là Loli Pelote c'est pas ça, parce qu'elle parle quand même principalement de tricot, mais c'est vrai que parfois sur une vidéo elle nous parle quand même pendant plusieurs minutes d'autres sujets, de ses lectures ou de ses puzzles. Elle fait des puzzles aussi, et en fait elle a tellement une belle personnalité
que même si c'est un sujet qui nous intéresse pas forcément, ben moi je me régale pareil à l'écouter. Je l'écoute pareil, juste écouter pareil, ça me fait du bien en fait. Elle est de bonne humeur, elle a un rire communicatif. Franchement, je vous mets au défi de regarder l'une de ses vidéos sans rire avec elle. Enfin, franchement, voilà, j'adore et ça m'a... Du coup, déjà, j'avais bien apprécié les premières vidéos que j'avais regardées, mais là, vraiment, je pense que ça y est, elle va être dans ma roue des incontournables que je suis assidûment. Donc voilà, je voulais vous partager ça si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de la regarder, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de podcasts et de vlogs tricot et c'est difficile de tous les regarder. Parfois on ne sait plus trop par où commencer, donc quand on a nos habitudes, en tout cas moi, c'est vrai que j'ai ce défaut là d'avoir mes petites habitudes en podcast tricot et avoir du mal à tenter d'autres choses parce que j'ai pas envie de prendre le risque que ça me plaise pas. C'est pas bien, mais c'est vrai que je reconnais que je suis un peu comme ça. J'ai ma liste de mes abonnements et je tourne pas mal que là-dessus. En fait, je suis moins dans la découverte. Bon. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et dernière chose que je voulais vous partager, vous savez, si vous suivez déjà mes vlogs, que j'ai l'habitude depuis le début de l'année d'avoir un petit cahier dans lequel je fais le suivi de mes tricots. Je vais vous le montrer, il est juste là. Dans le fond, je me fais un calendrier tous les mois et je viens colorier chaque jour la case du jour en fait avec un code couleur qui représente un projet, et en fonction de sur quel projet j'ai tricoté la journée, et bah, je colorie la case avec les couleurs du projet. Donc là par exemple les 2 derniers jours j'ai tricoté seulement sur le Rock Kitty en bleu, donc les cases sont coloriées en bleu. Je fais ici aussi la tenue de mes dépenses de laine, donc tous les mois je viens écrire combien j'ai dépensé en laine exclusivement, pas accessoires, patron, vraiment juste les achats de laine. Et j'ai commencé depuis ce mois-ci à me fixer des petits objectifs en fait en lien avec chacun de mes projets. Donc je les ai séparés en fait par étapes, donc en colure, corps, col, manche, blocage, tige, côte, pointe, pied, enfin voilà. Et ça me permet au fur et à mesure, à chaque fois que j'en remplis un, de venir colorier ma petite case et de me voir avancer et de me fixer aussi des échéances qui sont complètement flexibles, hein, mais pour moi me donner une idée aussi dans ma planification, par exemple bah voilà, du Rock Kitty, combien de temps ça va me prendre, qu'est-ce que je peux espérer tricoter au courant de l'été, est-ce que c'est raisonnable de monter un nouveau top sur mes aiguilles, enfin voilà, ce genre de choses. Et là j'ai bien envie de faire un truc un peu plus beau, un peu plus... je sais pas, j'ai envie de faire autre chose. Alors j'ai envie d'aller m'acheter un nouveau carnet à spirale, parce que là ce que je lui reproche à celui-ci c'est de ne pas être à spirale, et moi je travaille beaucoup avec les carnets à spirale, et de vraiment en faire un bien avec une belle organisation, quelque chose d'un peu plus organisé. Et je pense aller le chercher ce soir. Mais j'hésite. Pourquoi j'hésite? Parce que je suis un peu trop perfectionniste. Et je me dis, ce carnet-là, il me convient très bien. Là, j'en veux un autre juste parce que j'en veux un parfait. Mais en fait, c'est difficile de faire ce genre de carnet de manière parfaite. Parce qu'il y a toujours un truc qui va faire que un mois sur l'autre, on va pas faire les mêmes suivis, qu'on va faire un coloriage qu'on va déborder, qu'on va rajouter une page et puis que là, on manque 2 pages et que du coup, bah, on est coincé parce qu'on a déjà rempli la page suivante. Enfin bon, bref. Donc là je me dis, est-ce que c'est un caprice de perfectionniste ou pas? Et en même temps je me dis, mais c'est une envie créative, je fais de mal à personne en multipliant les carnets. Donc je pense que je vais quand même aller me l'acheter, on verra, je vous dirai des nouvelles. Et en fait là en regardant j'ai l'impression d'être complètement de travers. Alors j'espère que c'est juste une illusion d'optique et que depuis tout à l'heure vous me regardez pas la tête penchée. Bon, ça termine pour cette introduction de vlog. On se retrouve au fur et à mesure de mes journées des 2 prochaines semaines pour que je vous montre mes avancées. Salut les amis, vendredi 14 juillet, bonne fête nationale aux Français, même si cette vidéo sortira un petit peu plus tard. Alors ici, vous le savez, hein, je vis au Québec, donc le 14 juillet ça passe un petit peu aux oubliettes. J'avoue que j'avais un petit peu oublié
qu'on fêtait quelque chose en fait. mais voilà, donc en tout cas je vous retrouve, vous remarquez peut-être que je porte le lotus enfin terminé, bloqué. Si vous êtes allé voir ma vidéo de la semaine dernière sur les inspirations de patron d'été, vous l'avez déjà vu, puisque je viens à peine de la filmer, je viens juste de la terminer. Donc dans le fond je vous présente une petite vingtaine de patrons, essentiellement des tops d'été, mais aussi quelques accessoires comme des sacs et des chaussettes. Je crois qu'il y a 19 ou 20 patrons. Sur tous les patrons, il y en a seulement un qui n'est pas disponible en français, sinon ils le sont tous pour la plupart disponibles en français et en anglais, donc vous pouvez vraiment choisir ce qu'il vous plaît. Le lotus, le voilà enfin terminé, je l'adore, c'est la première fois que je le porte aujourd'hui, j'en suis super contente. Donc là j'ai mis une brassière un petit peu épaisse en dessous, mais à la vidéo elle ressort un peu plus que dans la vraie vie, mais je pense aussi le porter simplement avec des petits débardeurs avec vraiment des bretelles toutes fines en dessous, ce qui ferait encore plus discret, mais je vous assure que dans la vraie vie, je sais pas si c'est dans mon retour caméra. Dans le retour caméra, j'ai l'impression que ça fait un peu gros les bretelles. Bon, en tout cas, peu importe. Franchement, j'adore la longueur, c'est parfait. Donc là, vous voyez, mon nombril, il est hop ici. Donc c'est vraiment 5 cm en dessous de mon nombril. Je suis vraiment super contente. Vous voyez, la dentelle, heureusement que je ne l'ai pas faite plus basse, hein. Parce que si je l'avais terminée, ça m'aurait vraiment couvert quasiment toute la poitrine. Je pense pas que j'aurais trouvé ça très joli. Et puis de toute façon dans le patron c'est comme ça vient à peu près à la moitié de la poitrine, comme ça tombe sur moi finalement. C'est sûr que j'avais pas le même échantillon, donc c'est pas surprenant, hein. Je le rappelle que j'ai eu besoin de modifier la dentelle. Donc je pense que je vous l'avais dit, j'ai 30 cm en dessous les emmanchures, 25 cm de jersey, 5 cm de côte. Et pour les manches, j'ai repris après la dentelle, j'ai fait 3 rangs de jersey et 4 rangs de côte avant de rabattre. J'ai fait tous mes rabats tout simples en suivant le point. Habituellement, surtout pour les manches, je fais des rabats à l'aiguille, mais là j'avais pas envie, donc bon voilà, c'est fait. Il y a un léger mauvais pli qui s'est pris au moment du blocage. J'ai pas fait attention, comme j'avais un petit peu tiré, en fait je l'ai bloqué à plat, j'ai un petit peu tiré et il a séché plus vite que ce que je ne pensais et le mauvais pli s'est pris, mais c'est pas stressant, à force de le porter ça va se réduire, et puis la première fois que je vais le laver je vais corriger ça. Donc je suis super contente. Là je le porte depuis pas très longtemps, depuis 45 minutes, 1 heure, mais je le trouve super léger et je pense que ça va vraiment être l'une de mes pièces préférées. Donc voilà pour le lotus de Sarah Blau tricoté avec les laines de la teinturière montréalaise Fleurs et Bonbons dans le coloris cerise et tangerine. Voilà. Je vous parle de mes ongles. J'espère que je suis pas floue. Je suis en train de me dire depuis le début, j'ai jamais réglé la netteté, même ma vidéo tout à l'heure. J'espère que je peux avoir la mauvaise surprise d'être floue. Mince, on regardera ça après. Donc mes encours, eh bien il y en a 2 d'actifs, hein. Il y a les chaussettes. Donc comme je vous avais dit, j'avais une réunion hier soir, oui je l'ai dit qu'on était le vendredi 14 je pense. Donc j'avais terminé mon talon mercredi je pense pour être prête jeudi. Et pendant la réunion j'ai fait quelques rangs, mais vous voyez ça dure 2 heures, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai écouté, enfin tricoter ça m'empêche pas d'écouter, mais je veux dire j'ai dû écrire des trucs et tout, enfin bon bref. Donc voilà, ça avance tranquillou didou, pas de presse. Et après sinon j'ai surtout avancé sur mon Rockit Tea Cumulusity. Et pour le moment je me suis tenue à mon objectif de tricoter 1 rayure par jour. Donc ça c'est cool. Voilà où j'en suis. Donc la dernière fois j'étais à 1 rayure de mohair. Donc j'ai fait 1 rayure de mohair, 1 rayure de mérino. Et là je suis à la moitié d'une rayure de mohair. La moitié, il est 2h30 de l'après-midi. Donc je vais avoir le temps de le finir aujourd'hui, mon petit objectif de rayure. Donc je suis super contente, franchement je vous l'ai dit, hein, depuis que j'ai rejoint en rond, je me sens plus sereine. En fait on dirait qu'au début j'étais pas trop sûre du rendu, j'étais pas sûre d'assumer, de le porter parce que c'est quand même des couleurs, on s'entend, qui sont pas très passe-partout. Et finalement là d'avoir rejoint en rond, je trouve que voilà ça lui a donné vraiment tout son look, je suis super contente. J'ai écouté cette semaine une vidéo
de Madame Bibi, See You Later Knits, qui a tricoté aussi le Rockity, puisqu'elle est même à l'origine du cal qui m'a lancée dans ce tricot et que j'ai abandonné en fait en cours de route parce que je voulais finir le lotus et qui se terminait le 30 juin, donc maintenant c'est fini. Mais bref, je l'écoutais parler de son Rockity et elle disait que elle avait vraiment pas apprécié tricoter le mohair simple et donc je voulais nuancer ce qu'elle disait parce que je pense que c'est une question d'habitude. Si j'ai bien compris, c'est la première fois qu'elle tricotait un mohair simple tout seul, si ma mémoire est bonne. Et de personnes en fait, parce que moi personnellement ça me dérange pas de tricoter du mohair simple. Par contre je me souviens que le tout premier que j'ai tricoté c'était pour le ranunculus, mon petit ranunculus violine mauve, et j'avais pas trop aimé l'expérience, j'avoue. Et maintenant j'ai quand même quelques pièces d'expérience de tricot simple, de mohair tricoté simple, et ça me dérange plus vraiment. Donc voilà, je voulais juste dire que voilà, vous arrêtez pas à ça. Moi personnellement ça me dérange pas de tricoter le mohair tout seul avec des grosses aiguilles. Je trouve pas ça spécialement désagréable. Ça peut être désagréable surtout quand on a de la dentelle, bon, comme par exemple le ranunculus, parce que c'est plus difficile de lire son tricot, de récupérer ses mailles, de corriger les erreurs. C'était un petit peu ce que j'avais vécu avec le soufflet aussi. D'ailleurs j'ai tricoté tout l'empiècement du soufflet avec un mohair tenu en simple, et je vous disais que malgré que le soufflet était un patron très simple, je ne le conseillais pas forcément à des débutants si vous souhaitiez faire l'encolure en mohair simple, parce que ça rendait quand même le tricot un peu plus difficile à lire, on va dire. Donc voilà, autrement je me régale. De toute façon c'est toujours tout droit, je fais pas comme dans le patron du Rockity. Normalement il y a une petite ligne de trou sur les côtés, je ne les fais pas parce que c'est pas un élément qui me plaît tout particulièrement. Donc voilà, je m'embête pas avec ça. Et voilà, ça va super bien, donc ça va continuer à rouler tranquillou. La dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit que j'avais envie de m'acheter un nouveau cahier pour faire le suivi de mes tricots. Et bien sûr, ça y est, c'est fait. J'y suis allée hier, je crois. Hier soir, j'ai commencé un petit peu à préparer. Hop, je vais vous cacher juste la partie du châle, parce que comme le châle est un design en cours, je voudrais pas trop en dévoiler pour le moment. Donc j'ai acheté, en fait, j'avais pas vraiment le choix. Il y avait beaucoup de cahiers de toutes les formes, mais en fait, c'était que des pages lignées, mais vraiment des lignes, pas quadrillées, et c'est pas ce que je recherchais. Et en fait la seule chose que j'ai trouvé c'était un cahier de dessin, un cahier de croquis comme ça qui est assez grand. Je sais pas si vous vous rendez compte là par rapport à ma tête. En fait je pense que c'est un format A4 hein, tout simplement, peut-être un poil plus grand, je sais pas. Voilà, donc bon finalement ça me va très bien. Et donc j'ai fait, je me suis acheté aussi des nouveaux petits stabilos pastel, j'ai fait mon petit calendrier et j'ai fait à côté la liste de mes projets en cours avec les objectifs. Le calendrier me plaît, par contre la liste des projets en cours ça va pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui me satisfait pas, donc je vais voir. Et la page d'après, je vais vous cacher, mettre ma main à peu près comme ça. Je pense pas que vous allez voir grand chose éventuellement, mais je me suis fait une liste d'envies laineuses incluant ce que je souhaitais tricoter pour offrir. Et je me suis fait aussi un petit encart Noël pour mes cadeaux de Noël, avec les dates et aussi la plus grande partie, en fait c'est les projets que j'ai vraiment envie de tricoter à court terme, c'est-à-dire au final cette année. Et je sais que le problème c'est que j'ai envie de tricoter pas mal de choses et je sais que le temps passe trop vite. Donc je vais essayer de m'en tenir à ces 3 projets là pour le moment. Mais je suis presque sûre que ça va pas être possible. Pour le moment j'ai noté le gilet Auré de Lucienne Tricotte, le Alpenglow de Andrea Mori et la robe Augustine 21 de Anne-Sophie Welling. Le gilet Auré, j'ai le patron et la laine.
Le Hanpel Glow, j'ai le patron et une partie de la laine, mais il me manque certaines choses. Et la robe Augustine, j'ai rien, ni le patron ni la laine. Mais c'est 3 projets que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Surtout la robe. La robe, c'est celle que j'ai envie de faire depuis le plus longtemps. Bah oui, ça fait un peu plus d'un an, je pense, que je veux la faire. Donc j'aimerais vraiment m'y tenir. J'ai pas de robe tricotée. Je pense que la première chose que je vais faire, ça va être le gilet à oreilles. Probablement quand j'aurai fini le Rock Kitty, ce qui devrait être quand même assez prochainement. Et après Alpen Glow, robe Augustine. Et j'ai quand même aussi pas mal de quantité pull dans mon stash qu'il faut que j'utilise et qui passeront pas ici. Donc il faut que je vois. Donc voilà pour ça, je suis contente, mais je vais essayer de continuer un petit peu à peaufiner ma méthode pour avoir vraiment quelque chose qui me plaît. Ensuite, je voulais vous parler. Où est-ce que je l'ai rangé dans mon sac de reste? Non, donc je l'ai pas sous la main. Bon, c'est pas très grave, en fait, c'est le restant de ce fil-là. Il me reste, j'ai pas pesé, mais il me reste quasiment 70 grammes, je pense. C'est possible? Oui, j'avais acheté 200 grammes. Il me reste entre 65 et 70 grammes, je pense. C'est à peu près ça. En tout cas, au moins 65 grammes, c'est sûr. Et j'étais un petit peu embêtée parce que comme c'est du mérino coton, je savais pas trop quoi faire avec. Parce que à la base, j'en aurais bien fait des chaussettes, mais c'est pas un fil qui est fait pour ça. Donc, 3 options, mais 2 que je retiens. En fait, même 4 options. Je pensais faire ou un petit projet pour bébé, puisque j'ai ma nièce qui a 2 ans et le futur petit frère ou petite soeur de ma nièce qui est en cours de, en cours de création dans le bidou de sa maman qui arrive à l'automne. Sauf que finalement, je crois pas que je vais faire ça. Parce que, vu la quantité qui me reste, je pense que ça va être un petit peu compliqué de trouver quelque chose qui me plaise avec si peu. J'avoue que, honnêtement, les chaussettes et les bonnets pour bébé, j'ai pas envie. Je sais pas pourquoi, pour ma petite nièce, j'avais envie, mais là, pour le deuxième petit bébé, j'ai pas envie. J'ai plus envie de lui tricoter un beau pull ou quelque chose comme ça. Et surtout que ça va être un bébé d'automne en plus, donc ça va être parfait. Parfait, merci ma sœur de me faire un bébé d'automne. D'hiver presque ma main. Non, ça va être l'automne encore. Bon, en tout cas. Voilà, donc ça je l'élimine. Je pensais éventuellement par contre l'utiliser pour faire un petit doudou dans les petits animaux de Cynthia Valley. Et ça j'élimine pas tout à fait. Je le garde en tête. Mais je pense pas que c'est comme ça que ça va se terminer, mais je le garde en tête. Je pensais en faire un petit foulard, un style un petit peu Sophie Scarf, que j'aurais peut-être un peu pimpé, je sais pas, où je pourrais aller regarder des modèles avec 65 grammes de fingering, qu'est-ce que je pourrais faire. Mais j'ai pas trop envie, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop envie. Et l'une d'entre vous, lors du dernier vlog, j'allais vous parler déjà de ces interrogations et l'une de vous m'a proposé en commentaire la la pochette bagou, non je crois que ça se dit bagu, je crois qu'elle l'avait dit, pochette, enfin bon bref, sûrement que vous devez savoir de quoi je parle, de toute façon je vais probablement vous mettre une petite photo, c'est donc une petite pochette qui a été très tricotée ces derniers temps par plusieurs podcasteuses notamment, et que je trouve super jolie, mais presque toutes les podcasteuses que j'ai entendues après avoir tricoté cette pochette avaient l'air de dire que c'était un petit peu fastidieux. Est-ce que j'ai envie de me lancer dans un projet fastidieux? Peut-être pas. En même temps, je me dis que ça doit quand même être assez rapide parce qu'il y a toujours bien que 65 grammes de laine à tricoter et que ça peut être bien utile. Une petite pochette, ça sert toujours. Et en plus, j'aurai de toute façon dans mon stock de quoi faire aussi la doublure parce que ça se tricote, mais on peut tricoter tout avec une seule laine, mais on peut aussi choisir de faire la doublure intérieure d'une autre couleur pour avoir les petits coins contrastants. Alors pour le moment, mon idée part plutôt là-dessus, et ce matin, en préparant la vidéo sur les inspirations d'été, j'en ai profité tant que j'étais sur Ravelry pour aller jeter un œil un petit peu justement sur
petits sacs. Donc j'ai fait dans ma recherche Ravelry, j'ai trié des sacs au tricot disponibles en anglais et en français, en fingering, avec le grammage que j'avais, et j'ai regardé. J'ai trouvé pas mal de choses de petites knits, pas mal de petites pochettes, mais je me suis dit quitte à faire une pochette, je pense que j'aime autant faire celle de Béatrice Maz. Et par contre, je suis retombée sur le Honey Bucket Bag, si je me trompe pas, de petites knits. Et lui, c'est pareil, je le trouve trop beau depuis sa sortie. Mais même chose, toutes les personnes qui l'ont tricoté ont semblé dire que c'était assez fastidieux. Mais comme ça fait très longtemps qu'il me fait envie, du coup je sais pas. Donc là j'hésite un petit peu entre les deux. Donc si je ne me suis pas décidée à la fin de ce vlog, donnez-moi votre avis. Mais là de toute façon, là tout de suite maintenant, je pense pas le commencer quoi qu'il se passe parce que je voudrais terminer le Rock Kitty et avancer mon châle. Parce que mon idée, ce serait que le châle puisse partir en test à la fin de l'été, j'aimerais. Donc à la fin de l'été, on va dire entre le... raisonnablement il sera pas terminé le 25 août, donc on va dire entre le 1er et le 20 septembre quoi. Voilà, courant septembre ce serait bien. Fin août, début septembre ce serait bien qu'il soit terminé. Voilà, donc bref, tout ça pour dire qu'il y a ça qui va arriver. Si vous avez des idées à me proposer, n'hésitez surtout pas. Et l'autre chose que j'avais à vous dire, est-ce qu'il y avait encore d'autres choses? Je crois que oui, mais ça me revient pas. On verra. J'ai acheté, lors de mon dernier petit festival, un écheveau de laine Merino soie 50-50 coloris Helios, teint avec de la Garance, de la teinturière québécoise Bleu Poussière que j'adore, qui fait des teintures avec des produits naturels. Et gros coup de cœur pour cet écheveau. Mais je l'ai acheté seule parce qu'il coûte un petit peu cher. J'ai pas le budget pour m'en prendre de quoi faire un pull, quoique avec 400 mètres pour 100 grammes, j'aurais de quoi me faire un ranunculus. Je peux encore y penser. Mais il se trouve que notre très chère et adorée Laura de la chaîne Laine Poudrée sort un châle très attendu qui est le châle Monarque lundi. Donc le 17 juillet je crois. En fait j'étais sûre que c'était aujourd'hui. Ce matin quand je me suis réveillée, je suis direct allée sur Ravelry. Et non, c'est juste lundi. Donc bon, encore un peu de patience. De toute façon, je peux pas le tricoter pour le moment. Parce que j'ai pas de place sur mes aiguilles. Et en fait, Laura, pour la petite histoire, elle m'avait... je m'étais inscrite à sa liste de testeuses et elle m'avait contactée pour savoir si j'étais intéressée pour tester le châle Monarque. Et comment vous dire que ça a été horrible pour moi parce que ce châle, ça fait des semaines et des mois que je bave dessus. Et en fait le timing était pas bon du tout quand elle me l'a proposé parce que elle me l'a proposé comme le jour où je venais de faire le bilan et de me dire ça va pas, j'ai trop de projets en cours, je n'arrive plus à gérer, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et à la suite de ça j'avais mis le Rock Kitty de côté notamment parce que j'arrivais plus à gérer. Donc quand elle me l'a proposé ça fonctionnait pas pour moi parce que j'étais déjà trop... J'étais déjà trop mal avec le nombre de projets que j'avais, donc je pouvais pas m'en rajouter un test en plus avec une date à respecter, etc. Enfin qui demande quand même un peu plus d'assiduité qu'un patron qu'on tricote comme ça. Donc bref, ça a été très dur pour moi, mais j'ai décliné sa proposition. Mais par contre j'attends qu'une chose, c'est qu'il sorte parce que j'ai vraiment envie de le tricoter. Et bref, je pensais le tricoter, j'ai eu un éclat de génie il y a quelques temps et je me suis dit je vais le tricoter avec cet écheveau, ça va être trop beau. Sauf que j'ai regardé sa dernière vidéo de podcast qui est sortie il y a quelques jours maintenant et j'ai réalisé que le châle Monarque il se tricotait en déca et que ça c'est de la fingering. Sauf que ce fil je tiens absolument à le tricoter seul, je ne veux pas le doubler parce que c'est tellement un beau fil avec ce mélange 50% mérino soie que je ne veux absolument pas le doubler avec autre chose, ça c'est impossible pour moi. Donc là je suis en réflexion, est-ce que je m'essaye de tricoter le châle Monarque quand je serai rendue là avec tant pis en fingering, en diminuant un peu la taille d'aiguille. Là j'ai vu sur sa fiche Ravelry qu'il se tricotait en 4.5. Du coup je me suis dit moi je pourrais peut-être le tricoter en 4. Je sais que son design est, de ce que j'ai compris, modulable, c'est-à-dire qu'on pèse sa laine au fur et à mesure pour gérer les augmentations et les diminutions. La seule chose c'est qu'il serait un peu moins large du coup. Et est-ce que le motif ressortirait aussi bien? Ça prendra un échantillon, chose que je ne fais jamais.
Donc bah du coup voilà, ça m'a un peu refroidi, donc ou je vais tout simplement choisir d'autres laines parce que c'est sûr que je vais le tricoter le châle monarque, hein, on s'entend, ou je laisserai. Donc bon bref, voilà, je vous partage ça. Je voulais vous partager, je ne l'ai pas pris avec moi, mais vous savez mon ranunculus, alors l'un de mes ranunculus, j'ai 3 ranunculus et j'en ai un blanc, blanc en fait teinte naturelle. J'ai coupé rapidement parce que j'allais bientôt arriver proche des 30 minutes et au bout de 30 minutes ma caméra s'arrête. Donc pour ne pas être coupée dans mon discours, j'ai préféré couper moi-même. Bref, le ranunculus, depuis que je l'ai tricoté, et je l'ai tricoté en 2021, donc ça fait 2 ans. À cette période-là, enfin en printemps 2021, je l'ai tricoté. Je l'aime d'amour, mais la couleur, il y a un truc qui ne me plaît pas. Dans ce blanc, en fait, c'est un blanc pas blanc, c'est un blanc un peu gris, je trouve ça fait un blanc un peu sale, on dirait un blanc poussiéreux. Et c'est vrai que cette espèce de blanc là, c'est pas ce que je préfère dans la vie, et à chaque fois que je le porte, je me dis ah quand même... c'est un petit peu dommage. Mais je le porte quand même très souvent. Je l'aime quand même vraiment beaucoup. Et là, qu'est-ce qui m'est pas passé par la tête hier ou avant-hier, je sais plus. L'envie de le teindre. Bah oui, parce que si vous vous souvenez, à Noël dernier, j'ai reçu un kit de teinture de laine. Donc j'aurai en fait tout ce qu'il faut pour le teindre. Est-ce que je vais me lancer ou pas? Alors je réfléchissais aujourd'hui, je me disais je l'ai quand même beaucoup porté pendant 2 ans, donc même si ça loupe, je serais pas très ravie, on s'entend, mais c'est pas comme si je venais de tricoter pendant des heures et des heures sur un truc et que là je me décidais à le teindre et que là tout était fichu et qu'au final j'avais perdu mon temps. Là je me dis bon au pire il aura quand même été très très bien utilisé pendant 2 ans. Donc je crois que je vais peut-être m'essayer, notamment le week-end prochain, normalement on reste à la maison, ce qui ne va pas beaucoup arriver au courant de l'été, donc ce serait peut-être un bon moment pour faire ça. On verra, je vous en reparlerai. Bon ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il me semble qu'il me restait un petit truc à vous dire, mais là ça me revient pas, donc tant pis. Donc là on est vendredi après-midi, je ne travaille pas les vendredis après-midi de l'été. Il est rendu maintenant 2h moins le quart, donc il me reste à peu près un peu moins de 2 heures pour faire le montage de la vidéo, pas de la vidéo vlog, de la vidéo sur les inspirations pour l'été qui va sortir demain, oui demain, donc il faut que je me bouge. Et après j'ai des trucs à faire après ça, donc je pensais éventuellement tricoter un peu sur mon gnome, mais pas sûr que ce soit pour aujourd'hui, donc je vous en reparlerai quand il y aura une avancée, et je vais vous montrer un petit peu Dobby, parce qu'en fait vous ne le savez pas, mais depuis tout à l'heure que je filme, Dobby il est juste à côté de moi. Il est là. Oh mon chat, attendez. Oh il est si mignon. Oh c'est flou. Non. You. Oh, doudou. D'ailleurs, ça c'est mon ranunculus qui est là. Enfin, l'autre, le vert un peu bleu. Que lui d'ailleurs, lui je suis un peu déçue aussi parce que... je suis un peu déçue. Je vais vous tenir comme ça parce que j'ai la flemme de reposer, de réorganiser tout. Bref, je suis un peu déçue de celui-là parce que je l'ai fait en 100% coton et le coton ça vieillit pas très bien. En tout cas, celui que j'ai, il vieillit pas très bien et il fait pas un très beau drapé, je trouve. Bref. Et aussi, je vous avais pas dit, mais en fait, je reviens d'une balade à vélo. Avant de filmer tout ça, je suis allée rouler 30 minutes à vélo. Et donc, je suis revenue toute décoiffée, démaquillée, tout le tintouin. Et j'ai eu la flemme de me refaire belle pour vous, donc désolée. Et d'ailleurs, en parlant de me faire belle, normalement, aujourd'hui, j'ai une commande de henné qui arrive. Ça fait quasiment 9 mois que j'ai pas fait de henné. Alors que normalement j'en fais tous les 2-3 mois depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ça marche pas ce que je dis? Non, plus que ça, moi ça fait quasiment 2 ans je pense. Bon en tout cas peu importe. Et là figurez-vous que la boutique où j'allais m'approvisionner a fermé.
et les autres boutiques de la même chaîne ne font plus, ils font le henné mais pas celui que j'utilise, ils font du henné noir, bon, c'est pas ça que j'utilise. Et donc je traîne depuis des mois à essayer autre chose parce que bon évidemment une fois qu'on a trouvé ce qui nous va c'est un peu compliqué de changer, surtout les cheveux quand même, le henné c'est quand même un peu aléatoire donc voilà. Et là ça y est j'ai sauté le pas, je m'en suis commandé un qui arrive aujourd'hui et je vais faire le soin ce soir. Donc on espère que la prochaine fois qu'on se voit je n'ai pas trop une tête bizarre, hein. Bon voilà. À la prochaine. Lundi 17 juillet et surprise je suis rousse, j'ai eu un accident de henné. Je n'ai pas commandé en fait ce que je pensais. Comme j'étais sûre de moi, j'ai pas fait de vérification particulière, donc quand j'ai reçu mon henné je l'ai posé. Je l'ai laissé poser 4 heures en pensant que c'était du henné incolore et il se trouvait que non, en fait c'était du henné naturel, donc qui colore les cheveux et en rinçant je me suis donc aperçue que j'avais les cheveux orange. Donc bon là je l'ai posé vendredi soir, on est lundi soir, entre temps j'ai fait 2 shampoings. Normalement à la suite des henné je ne fais pas de shampoing tout de suite pour laisser le temps au produit de bien se faire absorber par les cheveux, de bien travailler comme il doit. Mais là j'ai fait un premier shampoing tout de suite en fait au moment de rincer et un deuxième dimanche matin, et là je pense que je vais en refaire un ce soir principalement pour tenter de décolorer mon crâne parce que j'avais le crâne vraiment orange, donc tout comme j'avais les mains orange après avoir posé le henné, ça m'avait pris 4-5 lavages de mains avant de faire enlever le produit qui n'avait pas stagné sur mes mains parce que je me suis lavé les mains tout de suite après l'avoir fait poser. Donc là ça j'ai fait quelques shampoings en frottant bien sur le crâne, en fait j'ai pas du tout fait venir la mousse sur mes cheveux hormis en rinçant, j'ai vraiment juste frotté au niveau du crâne pour essayer d'enlever au maximum la coloration de la peau. Et bon là déjà au bout de 2 jours ça commence à être un petit peu moins pire. Au début j'avais vraiment les bébés cheveux orange fluo, là c'est déjà un peu mieux. Et je sais pas si à la caméra avec la lumière artificielle on voit vraiment, mais en fait je suis roux, je tire un peu vers le rouge presque. Mais c'est pas moche parce que c'est assez proche de ma teinte naturelle, dans le sens où j'ai naturellement des reflets un peu roux dans mes cheveux, donc on n'est pas dans une gamme de couleurs qui est complètement à l'opposé de ce qui va à ma carnation, donc bon ça passe, c'est juste surprenant. Et c'est aussi la première fois de toute ma vie que je n'ai pas ma couleur de cheveux naturelle. Jusqu'à présent je faisais du henné blond, ce qui m'apportait de la brillance, des reflets, mais ça changeait pas véritablement la couleur de mes cheveux. Donc bref voilà, je ferme la parenthèse, mais donc c'est ça, c'est comme ça, c'est pas grave, au final je suis quand même après coup, une fois la surprise et le choc passé, je trouve que c'est assez joli, et puis j'ai eu plutôt que des bons retours, que ce soit sur Instagram ou dans les gens que j'ai côtoyés depuis vendredi, donc c'est chouette. Si on repasse sur un sujet tricot, je vais vous montrer un petit peu mon avancement, mais c'est pas principalement pour ça que je viens vous voir, parce qu'il n'y a pas d'avancement très intéressant. J'ai continué à tricoter la chaussette, mais j'avais pas marqué où est-ce que je m'étais arrêtée la dernière fois, donc je ne sais pas, je me rends pas bien compte, mais vous voyez je suis quand même presque à la fin. Peut-être je vais m'arrêter là pour regarder la fin du pied pour mon rendez-vous de jeudi soir, ou sinon au pire j'ai le Rock Kitty, je vais voir. D'ailleurs c'était ça aussi que je voulais vous dire, que j'ai oublié la dernière fois. Je pense que la dernière fois je devais vous dire oh je crois que j'oublie quelque chose, puis je savais plus ce que c'était, mais je voulais vous expliquer juste rapidement ce que c'était mes rendez-vous du jeudi soir, même si c'est pas pertinent pour le tricot, mais juste ce sera plus facile que de parler de mes rendez-vous du jeudi soir. Je reprends mes cours de conduite au Québec. En fait j'ai déjà passé des cours de conduite en France, j'ai passé mon code, j'ai fait mes cours de conduite, j'ai même passé l'examen déjà, mais que j'ai loupé. Et en fait ça remonte un petit peu, la dernière fois que j'ai pris mes cours de conduite c'était en 2017 je crois, 2017.
Et en fait entre temps j'ai développé une phobie de la conduite, ce qui a fait que j'ai complètement arrêté les cours, etc. Et là ça y est, après quelques années je me sentais prête à retourner là-dedans après avoir beaucoup travaillé sur moi. Ça fait 1 an que j'y pense et là ça y est, j'ai sauté le pas. Donc je commence les cours de conduite. En fait j'ai commencé il y a 2 semaines et au Québec ça se passe de manière complètement différente qu'en France. On a une première phase théorique qui pourrait un petit peu ressembler au code français, mais c'est vraiment différent. Là c'est vraiment des cours théoriques en salle, c'est pas juste répondre à des questions. Et on a 5 semaines de cours de 5 fois 2 heures. À la fin des 5 semaines, on a une petite évaluation qui a priori est assez comment dire, mince, j'ai perdu le terme. En ce moment, j'ai vraiment des trous de mémoire de mots. C'est vraiment difficile pour moi de m'exprimer. Je suis désolée. En tout cas, c'est une formalité. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est une formalité. Et en fait, après ces 5 semaines de cours, on a ce qu'on appelle au Québec un permis d'apprenti qui nous permet de conduire accompagné. Donc c'est un petit peu le même principe que la conduite accompagnée en France. Et après, à partir de l'obtention de ce permis d'apprenti, on ne peut passer l'examen du permis de conduire que 1 an plus tard. Donc c'est à dire que quoi qu'il en soit, même si on conduit à la perfection, il faut quand même attendre 1 an pour passer l'examen. Et pendant cette année, on a plusieurs cours théoriques et de pratique avec un moniteur à réaliser. Donc là c'est ça, j'ai commencé ces cours là, donc là c'est ma 3e semaine ce jeudi. Et début août je vais pouvoir passer l'examen qui termine la première phase, obtenir mon permis d'apprenti et pouvoir conduire avec des accompagnateurs qui peuvent être différents, en notant qu'ils ont je crois 2 ans, qu'ils ont plus de 2 ans de permis de conduire. Donc voilà, donc c'est pour ça que tous les jeudis soirs pendant 2 heures j'ai mes cours de conduite théorique en ligne, à distance, avec une 50aine de personnes. Et donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu difficile parfois de garder l'attention, parce que bah, déjà c'est en ligne, c'est le soir de 5h à 7h, tout de suite après ma journée de travail. Moi je finis à 4h30, à 5h j'ai le cours, donc j'ai pas vraiment le temps non plus de vider ma tête, et j'ai déjà passé toute ma journée depuis 8h le matin sur l'ordinateur. Et puis bon bah forcément il y a des thèmes qui sont plus intéressants que d'autres, surtout que moi bah, je suis déjà passée par le processus complet du permis de conduire, même si comme je le dis les enseignements sont vraiment différents autant par la forme que par le contenu au Québec. Mais bon bref c'est ça, donc d'où l'histoire de ma petite chaussette à tricoter du jeudi soir, et quelque chose de zéro cerveau pour que je puisse quand même bien sûr écouter, et puis ne pas avoir à regarder mon tricot, pouvoir regarder le présentateur, puis les slides, etc. Donc voilà, rendez-vous dans 1 an pour le sésame. Voilà pour la chaussette. Et donc j'ai aussi avancé sur le Rock Kitty. J'ai pris un petit peu de retard entre guillemets par rapport à mes objectifs, parce que ce week-end je n'ai pas énormément tricoté parce que j'avais une fête de famille dans la journée de samedi. Dimanche je me suis occupée de ma nièce, on est rentré tard le soir, donc j'ai à peu près 1 jour de retard. À l'heure à laquelle je parle, par contre je pense que je vais pouvoir à peu près rattraper mon retard ce soir, je l'espère en tout cas, pour repartir demain dans les clous. Mais si j'y arrive pas, c'est pas très grave en soi. Donc la dernière fois j'en étais... Attendez, je cherche il est là. Mon nanomarqueur qui vient de chez Twill & Print, hein, je vous en parle régulièrement. J'avais fait cet achat-là l'année dernière de plusieurs jolis nanomarqueurs de cette compagnie québécoise. J'en suis super contente, ils sont tous vraiment très beaux. Et donc j'ai tricoté deux bandes et demie. Là je suis quasiment à la fin je crois de ma bande de mohair que je suis en train de faire, qui était donc la bande d'hier. Et là aujourd'hui je suis censée faire une bande de mérino, donc on va voir si j'y arrive. Une bande ça fait 8 rangs. Donc ça se passe bien, je suis vraiment contente. J'ai eu une prise de conscience, je pense que je suis allée un peu trop vite, j'ai pas fait attention. En fait quand j'ai rejoint du coup l'encolure, j'ai rejoint plus tôt que prévu, j'ai séparé le corps et les manches plus tôt que prévu, et en fait j'ai pas trop fait attention au fait qu'il risquait d'y avoir un décalage du nombre de mailles
sur l'avant du tricot par rapport à l'arrière, puisque j'avais moins de rangs d'augmentation au niveau de l'encolure ici, où ce sont des augmentations qui sont seulement sur l'avant du tricot. Mais puisque j'ai séparé pas vraiment longtemps avant le moment où j'aurais dû séparer, je pense que c'est vraiment une affaire de quelques mailles, peut-être 2, 4, je dirais entre 4 et 8 mailles qui me manquent. Donc en tout cas comme ça à l'œil je ne vois pas vraiment la différence. À voir au porté, je ne l'ai pas encore essayé en espérant que du coup ça tire pas sur le devant. Mais bon, pour le moment ça a l'air d'aller, mais par contre c'est quelque chose à faire attention pour une prochaine fois si je réadapte le patron ou si vous, vous avez à le faire. C'est vrai que sur le moment franchement je n'y ai pas du tout pensé. Je voulais vous parler de comment je fais suivre mon fil pour les rayures. Donc en fait je ne coupe pas le fil, donc c'est à dire que le fil de mohair continue à suivre sur le mérino et inversement le mérino sur le mohair. Je sais pas si on voit grand chose à la caméra, mais c'est un petit peu perceptible, surtout en transparence, mais quand ce sera sur ma peau ça devrait vraiment être quasiment invisible. Et je pense que le secret c'est de bien faire suivre, contrairement à ce qu'en tout cas moi je fais en temps normal, c'est de bien faire suivre les fils toujours sur la même maille au moment, moi je le fais au moment de forcément de mon changement de rang, et en fait je fais suivre les fils tout de suite entre la dernière maille du précédent tour et la première maille du tour à venir, pour que ça crée vraiment cette petite ligne. Je pense que si je l'avais fait suivre un petit peu en zigzag ou de travers comme ça, ou je sais pas trop comment j'aurais pu faire, je pense que ça se serait vu. Mais là, le fait de vraiment faire suivre en ligne droite, c'est honnêtement presque invisible, et encore une fois surtout sur la peau ça devrait vraiment pas se voir, donc je suis quand même contente. Et je pense que c'était la seule chose que j'avais à vous dire. Je vérifie, je m'étais pris une petite note des points que je voulais aborder. Non, c'était tout pour ça. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous dire, tant que j'y pense, que la maison tricotée, vous savez, c'est une boutique de laine et une école aussi de tricot qu'il y a à Montréal, qui a maintenant 2 succursales, une sur le plateau sur la rue Guilford et une dans Rosemont dans le quartier Angus. C'est à l'origine mon fournisseur de laine principal et préféré. C'est avec eux que j'ai découvert le tricot, et notamment avec les cours en ligne de Céline, la propriétaire et institutrice lors des cours de tricot. Et ça fait quelque temps que je ne suis plus les cours en ligne gratuits parce que maintenant j'ai pris mon rythme. En fait je l'ai beaucoup utilisé dans le cadre de mon apprentissage, mais maintenant que je suis un peu plus autonome, que je suis capable de me débrouiller toute seule avec un patron, j'avoue que je ne le fais plus. Par contre là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir du 6 août, qui doit être un dimanche parce que je pense que les cours sont donnés le dimanche matin, oui c'est ça, il commence à tricoter le Ingrid Sweater de Petite Knit. Donc ça va être des cours gratuits en ligne qu'on peut suivre en direct ou en différé sur YouTube ou sur Facebook de la maison tricotée pendant plusieurs semaines. Je pense qu'en général c'est à peu près 3 mois les cours, et c'est super parce que franchement Céline c'est une très bonne pédagogue. Il y a un super esprit avec la communauté, il y a un esprit calme puisqu'on tricote tous ensemble à la même vitesse, on partage nos avancées, on se pose des questions. Donc je voulais vous partager ça parce que je sais que c'est un design quand même assez populaire. Donc si vous n'osez pas vous lancer, ou si vous avez envie de vous lancer avec une communauté avec vous, je vous invite à vous inscrire sur le groupe Facebook ou à suivre la page de la maison tricotée en ligne. Je crois que les cours s'appellent À la croisée des chemins, et en fait tous les trimestres il y a un cours différent et c'est complètement 100% gratuit, dispensé en français. Et comme je le disais, on peut suivre en direct, c'est donné le matin, donc matin au Québec et en après-midi en heure française, et les vidéos sont disponibles après en replay et éternellement. Voilà pour ça. Et l'autre chose que je voulais vous dire, je voulais qu'on parle calendrier de l'Avent. Alors, l'année dernière, en fait j'ai découvert l'existence des calendriers de l'Avent l'année dernière. Les années précédentes,
je ne savais pas que ça existait, j'étais pas encore je regardais pas beaucoup de podcasts. Oui, c'est ça, ce que j'ai commencé à regarder des podcasts en début 2022, donc c'est ça pour 2021, je regardais pas de podcasts, j'étais très peu sur les réseaux sociaux liés au tricot, donc en fait je ne connaissais tout simplement pas l'existence du système de calendrier de l'Avent et j'étais probablement à l'époque pas encore une tricoteuse suffisamment passionnée et assidue pour m'offrir ce genre de choses. L'année dernière, je n'avais pas souhaité m'offrir un calendrier de l'Avent parce que je trouvais que c'était très onéreux par rapport à l'utilité que je pouvais en avoir et au plaisir que ça pouvait me procurer de me l'offrir. Et cette année, j'ai un petit peu changé d'avis, j'avais vraiment bien envie de faire cet exercice de calendrier de l'Avent. Et j'ai vu pas mal de choses qui me plaisaient chez des teinturières françaises. J'ai pas commandé un petit peu en me disant que les frais de port allaient être exorbitants, mais en fait sans le vérifier. Donc peut-être que finalement j'aurais dû regarder les frais de port pour l'international, mais bon, souvent il y a au moins des frais de douane, bien souvent, plus le prix des colis c'est extrêmement cher hein, de la France vers le Canada. Et pour les teinturières du Québec, j'ai pas trouvé grand chose qui me plaisait ou alors à des prix qui dépassaient vraiment mon budget, quasiment 400$. Ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 300€. Donc là je suis encore un petit peu en tâtonnage, est-ce que j'en achète un ou pas? C'est vrai que moi ce qui m'arrête sur certains calendriers qui sont encore disponibles, c'est le fait d'avoir pas beaucoup de couleurs solides, unies. Et puis moi c'est vrai que je suis quand même plus attirée par des coloris un petit peu variés, à speckle, surtout quand c'est de la laine à chaussettes. Donc ça fait partie des choses qui m'arrêtent un petit peu. Et en fait au début de l'année, j'avais pensé me faire tout au long de l'année, me constituer un calendrier de l'Avent, donc tout au long de l'année, de m'acheter des petites choses à droite à gauche et me fabriquer un calendrier de l'Avent. D'ailleurs c'est un petit peu ce que fait Miss Manu au naturel, et il y en a peut-être d'autres, je crois peut-être Atelier EV3 aussi fait ça pour cette année. Et puis finalement je l'ai jamais fait parce que je me disais je vais passer toute l'année à savoir que j'ai besoin ou envie de quelque chose, à savoir que je l'aime et que je peux pas l'utiliser. Enfin bon, bref, il y avait un petit peu un côté comme ça qui me déplaisait parce que je suis quand même pas une acheteuse compulsive dans le sens où en général quand j'achète quelque chose c'est que j'en ai besoin. C'est rare que j'achète quelque chose juste pour le gadget ou pour la collection. Ça m'arrive comme tout le monde mais c'est quand même pas ce que je fais en majorité. Donc c'est ça. Et là bon ça m'a repris parce que j'attendais qu'une teinturière en particulier sorte son calendrier de l'Avent et en fait je me suis rendu compte qu'au niveau du budget j'étais pas trop sûre d'avoir envie de mettre ce prix là dedans. Donc je me suis dit ok je pourrais quand même me constituer, commencer à réfléchir là parce qu'on est quand même au mois de juillet. J'en parlais à Loris tout à l'heure qui me dit ça va tranquille t'as le temps, mais non en fait je suis pas mal en retard. Et puis je me disais c'est quand même plate de se préparer des surprises à soi-même, c'est à dire que je vais ouvrir les choses et je vais savoir ce que j'ai d'avance quoi. Donc bref, je réfléchissais à qu'est-ce que je pourrais faire. Je me suis dit je pourrais envoyer Loris, lui donner un budget, lui donner un nombre par exemple, je sais pas, tu me trouves 5 éléments pour 50$ par exemple, je dis complètement au hasard, l'envoyer dans une boutique de laine et faire une petite sélection. Je me dis que oui je pourrais faire ça mais que je lui confierais pas la totalité du calendrier de l'Avent parce que c'est pas un tricoteur, il s'y connaît pas. Oui il pourrait demander conseil au magasin mais j'ai un peu peur au final voilà, de dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose qui pourrait me décevoir. Donc je pense que c'est une idée, peut-être je sais pas sur les 25 jours, peut-être je pourrais lui donner 10 jours, l'équivalent de 10 cadeaux, lui donner un budget et l'envoyer, lui faire une liste de boutiques de laine et puis aller voir ce qui lui plaît parce qu'il est quand même habitué,
en général toujours avec moi quand je choisis de la laine. C'est un très bon conseiller particulier. Il sait quand même ce que j'aime et il connaît quand même un petit peu l'univers. Il m'accompagne dans tous les festivals, il m'accompagne souvent quand je vais dans les boutiques. Donc voilà, il n'est pas non plus complètement perdu et déconnecté du sujet. Et après coup, je me suis dit, ah, ce qui serait super sympa pour réduire les coûts, parce que je me disais, c'est pareil, les coûts du calendrier de l'Avent, oui, mais par exemple, si on veut s'acheter des mini pour se constituer soi-même un petit calendrier de l'Avent, un mini, c'est souvent autour de 10 $ avec les taxes, ce qui fait à peu près 7 €. Bah déjà si t'en prends 10, t'as déjà un budget de 100 $ pour 10 mini quoi, donc ça monte vite quand même. Je me disais est-ce que j'ai vraiment envie? Bon, j'arrive à la fin de ma réflexion. Je me suis dit en fait ce qui serait vraiment cool, c'est de regarder dans mes restes de laine. J'ai quand même beaucoup de restes de quasiment 50 grammes de laine à chaussettes par exemple. Et je me suis dit ce qui pourrait être sympa, ce serait de trouver des tricoteuses du coin. Parce que pareil d'envoyer à l'étranger les coûts des colis, ça va coûter plus cher que comment dire, qu'un calendrier de l'Avent quoi. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa, idéalement même à Montréal, comme ça on n'aurait même pas à se le poster, on pourrait juste se donner un point de rencontre ou se le déposer dans la boîte aux lettres, enfin voilà, trouver une solution, de trouver d'autres tricoteuses et par exemple de se dire bah voilà, on s'échange 3 quantités de 25 grammes de laine à chaussettes de nos restants et comme ça bah ça nous coûte rien. Et bah, ça nous permet d'avoir la surprise parce que dans mon idée on se montrerait pas ce qu'on va s'offrir. Et en plus de se départir de certains restants qui souvent dorment là depuis des années parce que bah, souvent quand on a un écheveau de laine à chaussettes, une fois qu'on a tricoté une paire, on n'a pas forcément envie d'en tricoter une deuxième dans la même laine. Donc je me dis on pourrait peut-être se fixer la règle par exemple que ce soit que des laines de teinturières indépendantes. Moi par exemple c'est vrai que de toute façon moi j'ai quasiment que des laines de teinturière indépendantes donc c'est sûr que si je le troquais pour des laines industrielles ça me ferait peut-être un peu moins plaisir donc on pourrait se dire voilà que des fibres naturelles de teinturière indépendante, 3 quantités de 25 grammes, de la laine à chaussettes et puis hop on se fait cette petite échange là et comme ça bah, tout le monde est content quoi, puis en plus ça peut permettre de faire des rencontres. Donc voilà, j'ai cette petite idée là en tête, mais je me dis est-ce vraiment réalisable? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, des gens proches de chez moi? Parce que dans ma communauté, il y a beaucoup de Français, il y a plus d'Européens que de Québécois, et dans les Québécois qui me suivent, il y a beaucoup de personnes qui n'habitent pas du tout dans la région de Montréal. Donc c'est sûr qu'après, en interne au Québec, ce serait plus facile d'utiliser la poste, mais même en interne au Québec, la poste coûte quand même assez cher. Donc ça serait quand même un petit budget, idéalement si ça pouvait être sur Montréal ou dans des villes où je vais comme ma soeur qui habite proche de Victoriaville, ça pourrait être un endroit de dealage aussi. Enfin, je sais pas. Pour le moment, c'est pas du tout clair dans mon esprit. Je ne sais pas si je vais le faire. C'est absolument pas un engagement si jamais vous êtes intéressé. C'est juste une idée qui me passe par la tête. J'ai mis un petit post sur un groupe Facebook que je suis qui s'appelle Vive la laine sur Facebook, que je suis avec beaucoup moins de régularité maintenant mais que je suivais beaucoup au début où je tricotais pour voir s'il y avait des personnes intéressées, si on avait des conseils à me donner pour organiser ça ou encore mieux s'il y avait déjà quelque chose d'organisé autour de l'échange de laine qui pourrait me permettre de réaliser ce projet. Donc si vous avez des conseils à me donner, je suis complètement ouverte sur comment est-ce que je pourrais m'organiser ça avec un budget pas trop conséquent parce que j'ai pas établi de budget spécifiquement mais on va dire là à froid je dirais pas plus de 100 $ quoi, donc ça fait à peu près 150 € et voilà si vous avez des conseils ou si vous êtes intéressé pour faire ce type d'échange ou si vous avez d'autres idées, je sais pas, peut-être ça pourrait être des petites cartes cadeaux, des choses comme ça, mais dans mon idéal ce serait vraiment de réduire le coût au maximum. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense que ma foi ça fait le tour pour aujourd'hui, donc là je vais me remettre à tricoter bien sûr sur le Rokiti et j'ai aussi un petit projet de broderie qui s'en vient, mais je ne vous en parle pas tout de suite, j'attends d'avoir tout ce qu'il me faut, vous verrez ça se peut. Non, le vlog sort cette semaine, alors c'est pas sûr que je vous en parle dans ce vlog là, ce sera peut-être plutôt le suivant, on verra. Alors à la prochaine!
Salut les amis, on est samedi 22 juillet, le vlog devrait sortir. Allez, je pense dans 1 heure si tout va bien, on est samedi, il est 8h17 ici au Québec, donc 6 heures de plus en France. Je vous montre un petit peu où j'en suis avec mes tricots et après je vous refais un petit point de ce qui s'est passé dans ces derniers jours et pourquoi est-ce que je filme un samedi matin, chose qui n'arrive pas. J'ai décidé de vous emmener dans ma vraie vie. Donc je vous prends au saut du lit, ça fait vraiment 2 minutes que je suis réveillée. Loris dort encore, donc je suis encore en pyjama, pas coiffée, pas maquillée, j'ai pas pris de petit déjeuner, rien du tout. Parce que ma journée va être assez chargée et je me suis engagée à vous sortir le vlog aujourd'hui. Donc si je ne filme pas maintenant, ça pourra pas se faire. Donc je vous montre rapidement où j'en suis. Avant ça, j'ai une chance fait le montage en milieu de semaine du reste de la vidéo. Donc là il me restera juste cette partie à ajouter. Et je me suis aperçue que pendant une bonne partie de la vidéo je suis un petit peu floue. Donc je suis vraiment désolée, je m'en suis pas du tout rendu compte en filmant. Donc je pense que c'est quand même regardable mais un petit peu moins agréable. Donc je suis vraiment désolée, je vais essayer de faire attention. Là normalement ça devrait être bon pour cette fois. Alors sur mes avancées, le Rock Kitty aurait dû être terminé hier, mais je vais vous expliquer juste après pourquoi ce n'est pas le cas. Mais on est quand même vraiment à la fin puisque je suis à la dernière bande du corps. Donc j'ai quand même bien avancé parce que la dernière fois qu'on s'est parlé j'en étais ici, donc j'ai fait tout ça. Là je dois avoir fait 1, 2, 3, en fait je suis à la moitié de la dernière bande. J'ai déjà séparé mon mohair, j'ai terminé avec le mohair. Et à la fin de cette dernière bande, donc je fais une bande de 8 rangs. Je vais faire mes 7 rangs comme d'habitude. Le 8e rang, je vais le faire avec une aiguille un peu plus petite. Je sais pas encore si je vais descendre de 0,25 ou de 0,50. Et je vais faire l'ail cord avec cette aiguille plus petite pour essayer de le resserrer naturellement en fait en utilisant une aiguille plus petite. Je vais faire l'ail cord parce que moi l'effet qui roulotte ça me dérange pas spécialement. Après ce sera à voir parce que comme je le fais assez crop, si en plus il roulotte ça risque d'être vraiment trop court, d'autant que je ne l'ai pas essayé du tout. D'ailleurs ça m'arrive jamais de terminer un tricot sans le corps d'un tricot sans l'essayer, mais là je l'ai pas fait parce que je sais qu'en largeur je suis bonne et en hauteur je sais que c'est pas forcément très représentatif parce que je m'attends à ce que ça prenne pas mal en hauteur au blocage et je vais tirer un petit peu en ce sens aussi. Donc c'est ça, donc là je vais terminer le corps dans le week-end je pense. Il me restera à faire l'ail cord de l'encolure. Et je vais essayer et prendre ma décision à ce moment-là de ce que je fais avec les manches. Est-ce que je les laisse courtes ou est-ce que je les rallonge? Parce que je me dis que finalement j'aime bien comment dire, le rendu avec manches courtes. Donc je vais l'essayer pour me donner un petit peu une idée de est-ce que ça va vraiment tenir chaud ou pas, étant donné qu'il est quand même assez large et tricoté assez déjaugé. Et puis si j'ai un doute, je ferai des manches, au moins des manches au coude pour être sûre de pouvoir le porter et s'il me tient chaud, que je ne sois pas coincée comme je l'ai été avec le Cumulusti. Voilà pour ça. Ensuite la chaussette de Loris elle est quasiment terminée, il me reste juste la pointe à fermer. J'ai déjà commencé donc la pointe, les diminutions et tout ça. J'ai pesé, il me reste 14 grammes de mon coloris principal. Donc pour une chaussette d'homme, lui il fait une pointure 44-45. J'avais un écheveau de 50 grammes et j'en ai utilisé oh là là, non, le matin au réveil on fait pas des calculs, Mathilde, on fait pas ça. Ça fait quoi? Ça fait 35, ouais, à peu près 35 grammes en utilisant un contrastant et en faisant une tige assez courte. Donc si en fait j'aurais pu faire la tige pas mal plus longue, je pense que j'aurais pu faire du orange en fait jusque là où j'ai mon vert et peut-être même encore un peu plus. Donc pour information, voilà, paire de chaussettes pour un homme quand même avec des grands pieds, sachant que par contre moi je fais du 60 mailles parce que je tricote assez lâche et qu'il a le pied assez fin. Donc c'est sûr que si vous faites du 72 mailles, là ça va être
peut-être un peu plus juste, mais en 60 mailles, en 2,5, un écheveau de 50 grammes avec un mini de 20 grammes, ça passe. Par contre le mini, ah si, il va m'en rester quand même un bon 3-4 grammes je pense, hein. Donc voilà, je suis bientôt à la fin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, il me reste 44 mailles sur ma pointe, sachant que je diminue jusqu'à avoir 20 mailles à la fin je crois. Donc ça c'est pareil, c'est pas beaucoup de temps de travail. Finalement je n'ai absolument pas touché au châle que je suis en train de designer pendant ce vlog et je prévois le reprendre seulement quand je vais avoir terminé le Rocky Tease qui devrait arriver dans les prochains jours, et à ce moment là je vais reprendre le châle et me concentrer dessus pour le terminer pas le plus vite possible, mais voilà, ce sera mon occupation principale. Et je vous explique dans quelques secondes que j'ai eu des petits soucis ces derniers jours et j'ai monté donc une nouvelle chaussette pour pouvoir l'emmener un petit peu partout dans mes aventures. J'ai utilisé la chaussette la laine à chaussettes auto-rayante que j'ai achetée en juin au dernier festival que j'ai fait à Compton, des laines, des mailles à part. J'ai pas l'étiquette avec moi, je crois que c'est les mailles à part. Je me rappelle que le petit gris c'est le coloris orage, celui-là je me souviens pas, j'ai pas l'étiquette, je vous ferai une description plus détaillée la prochaine fois. Et franchement j'adore, c'est ma première vraie laine autorayante et je me régale. Je dis vrai parce que j'ai déjà, en fait c'était même pas vraiment de l'autorayante, mais j'ai déjà tricoté des choses un peu semblables, tout début vraiment, mes toutes premières chaussettes, ça date en 2019 peut-être. Avec de la laine industrielle, je me souviens plus ce que c'était comme marque, mais c'était même pas vraiment de l'autorayant à proprement parler. Il y avait des grosses rayures et au milieu il y avait comme des effets de pooling un peu mais volontaires, enfin, bon bref. Et je me régale, j'adore, c'est vrai que c'est addictif hein, d'avoir les rayures. Donc j'ai fait une chaussette de mon cru avec mes habitudes, mais avec l'inspiration des chaussettes de Marie-Christine Lévesque. Je crois que c'est les chaussettes Cottage, je revérifierai. Je vous mettrai pas là en bas, je vais vérifier tout ça pour la prochaine vidéo parce que là si je fais trop de montage aujourd'hui la vidéo pourra pas sortir. Donc je vérifierai demain si c'est bien les chaussettes Cottage, mais c'est son modèle de son dernier recueil de patron avec des laines autorayantes. Il y avait une très gentille personne qui m'avait offert le patron je crois pour les vœux laineux ou pour mon anniversaire ou Noël, parce que comme tout tombe un petit peu en même temps à chaque fois je suis plus trop sûre. C'est pareil même pour les cadeaux que je reçois personnels de ma famille, j'oublie souvent si c'était pour Noël ou anniversaire, mais merci déjà si tu passes par ici. Et donc voilà, je me suis inspirée de ce modèle là pour faire ressortir un petit peu les coloris, mais c'est ma recette habituelle de chaussettes classiques. Donc j'ai fait 56 mailles parce que je pense qu'elle sera pour moi ou pour offrir à quelqu'un à qui cette circonférence là devrait aller. Donc montage 56 mailles, j'ai fait un montage Longtail Caston classique, bien que maintenant je préfère le German Twisted Caston pour les chaussettes, mais là je suis allée au plus simple pour moi et le Longtail Caston c'est vraiment le plus naturel que je fais parce que c'est celui que je fais depuis le plus longtemps. J'ai fait des côtes 3-1 ici avec le coloris contrastant qui est très beau, c'est un gris profond qui est vraiment très joli. Et après je suis partie en côte brisée 3-1 pour la chaussette, enfin pour la tige. Je vais encore faire quelques centimètres je pense, je la voudrais quand même assez longue je crois, pour pouvoir utiliser un maximum de ce coloris là. Et je m'inspire un petit peu de la chaussette de Loris pour voir la longueur de la tige, donc je pense que je vais au moins... ouais, après j'aime pas les chaussettes trop hautes non plus, donc on va voir. Et puis après je vais faire un petit talon raccourci à l'allemande comme d'habitude, le pied, la pointe et terminado. Voilà, donc aujourd'hui exceptionnellement pour ce vlog il n'y aura pas d'inspiration de patron, bien que j'ai une très grosse liste de patrons à vous partager, j'en ai plus d'une 30aine en attente parce que
Parce que ça c'est un peu la course comme vous avez pu le comprendre. Mais bon, ce n'est que partie remise. Et puis si vous n'avez pas envie d'entendre parler de ma vie, je vous laisse ici. Si ça vous intéresse de savoir le pourquoi du comment cette fin de vlog un petit peu approximative, je vous raconte. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà une bonne idée de ce qui est arrivé. En fait, mercredi soir, Loris... Alors Loris c'est une grande histoire parce que il s'est blessé à plusieurs reprises. À la base, il joue au foot, au soccer, pour les Québécois, en tant que gardien de but. Et en fait il s'est blessé, il s'est fait opérer du nez, je me souviens plus en quelle année, c'était en 2022 je crois, ou 2021, je sais plus. 2022 je crois. En fait il s'est opéré plusieurs fois du nez, ce qui s'est fait casser en 2018. Il s'était déjà fait opérer deux fois les opérations n'ont pas fonctionné, on l'a réopéré une troisième fois, donc là récemment, je crois que c'était en 2022 si ma mémoire est bonne. Et ça n'a toujours pas réussi en passant, mais bon bref. Et donc bon, là il avait eu quand même une grosse période de convalescence où il pouvait pas jouer. Après ça il a repris à jouer, ou c'était avant, je sais plus. À peine il a repris, au bout de quelques matchs il s'est déboîté l'épaule, il a dû arrêter. Et là il a repris il y a vraiment très peu de temps, il y a moins d'un mois. Et bim, voilà, là, mercredi soir il est allé jouer. Et en fait, donc il est gardien de but, un ballon est arrivé. Il a voulu dégager le ballon à l'autre bout du terrain, donc il a tiré de toutes ses forces. Et en fait, au moment où il a tiré, l'adversaire est venu mettre son pied en opposition. Et donc en fait, son pied a frappé les crampons en fait de l'adversaire. Évidemment sur le moment il a eu très mal, mais comme il était chaud et que en plus dans un match il y a un gardien de but, il n'y en a pas 36, donc il a continué à jouer pendant 45 minutes sur son pied douloureux. Il est rentré à la maison quand même dans un sale état, mais comme il est un petit peu douillet sur les bords, j'avoue que je me suis pas inquiétée tout de suite. On s'est dit au début que c'était sûrement le choc en fait. Du coup, finalement, c'est vrai que sur le moment, j'ai vraiment pas pensé que c'était cassé ou quoi que ce soit, vraiment pas. Sauf qu'en fait, dans la nuit, il s'est levé pour aller aux toilettes, donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Et là, bon, il hurlait de douleur, il était en petite boule dans le lit, à trembler de douleur et tout. Donc là, j'ai compris en fait que c'était grave. Sauf que, pas de chance, on avait un problème avec Enfin, il avait un problème avec son assurance maladie qui n'était pas renouvelé. Il avait une chance, il a fait une demande de renouvellement il y a 2 semaines et en fait il y a eu un souci, on n'a jamais eu les papiers, donc en fait on ne pouvait pas se rendre à l'urgence parce qu'on n'était pas sûr d'être pris en charge. Et ici une consultation aux urgences, c'est au moins juste l'inscription pour rentrer aux urgences, c'est plus de 1000 $, donc plus de 700 €. Et à ça t'as pas encore vu les médecins, t'as pas fait les examens, etc. Donc on s'est dit qu'on allait attendre le lendemain, voir comment ça allait. Là on a pu contacter l'assurance maladie, régler les papiers. Après quelques appels, ils nous ont finalement renvoyé un papier pour attester qu'on était bien couvert en attendant qu'on reçoive notre carte. Enfin, qui était couvert, parce que moi je suis couverte, c'est individuel, notre couverture est individuelle. Donc dès qu'on avait les papiers de l'assurance maladie, on a pu partir consulter un médecin. Avant ça, on avait appelé, en fait au Québec, il y a une ligne info santé qu'on peut appeler pour avoir des conseils. On peut parler à des infirmières, notamment quand on ne sait pas forcément voilà, quoi faire, où aller. Donc là, ils nous ont dit ou vous allez aux urgences, ou vous essayez de voir un médecin. Donc comme on sait que le système hospitalier est assez surchargé, comme en France, on s'est dit qu'on allait d'abord essayer de voir un médecin. On a eu un rendez-vous en début d'après-midi, on est parti voir le médecin, on a attendu 2 heures pour être vu. À 4 heures, le médecin nous a vus, a confirmé que ça semblait être une fracture, mais que pour faire quoi que ce soit, il fallait faire des radios pour confirmer. On est parti au centre de radiologie, tout ça clopin-clopant parce que il pouvait pas mettre son pied par terre. Donc voilà. Centre de radiologie, sauf que voilà, ça ferme à 5 heures, les radiologues étaient partis, donc là il fallait attendre le lendemain pour avoir les résultats. Donc là on est reparti chez nous en fait, donc ça faisait déjà 24 heures que le pied était cassé, et voilà, sans rien, quand même pas une paire de béquilles ou quoi que ce soit pour se déplacer, avec quand même des anti-inflammatoires et des antidouleurs, mais c'est tout. Le lendemain matin, donc vendredi, donc il s'est blessé mercredi soir, hier vendredi, obligé d'harceler le centre
de radios pour qu'on nous fasse passer en priorité. Une fois qu'ils ont envoyé les radios, ils ne pouvaient pas nous donnaient pas les informations à nous, ils les envoyaient au médecin, obligés d'harceler le cabinet du médecin qui était très incompréhensif, hein, vraiment rien à faire de la situation, qui nous dit oui on va vous rappeler en fin de journée. Non, ça fait 2 jours que j'ai le pied cassé, que je peux pas poser le pied par terre, que j'ai même pas de solution temporaire pour me déplacer, donc si vous voulez, la vendredi soir, veille de week-end, ce serait bien, on y était le vendredi matin 10h, non, non. Donc bon, ils ont jamais voulu rien entendre, donc finalement on s'est rendu au centre de radiologie vers midi. Là, pas de chance, évidemment, c'était la pause déjeuner, donc il a fallu attendre un petit peu. Et là, le centre de radiologie, vraiment adorable, nous a remis le rapport, nous a remis gratuitement sur CD les radios, alors que normalement, il le charge, pour qu'on puisse partir à l'urgence, vu qu'on n'était pas capable que personne nous prenne en charge. On est parti à l'urgence vu qu'on a vu la confirmation de la fracture et puis là ça a quand même été relativement rapide, on est arrivé à 14h, on a eu une consultation vers 18h, donc 4 heures d'attente c'est quand même raisonnable. On a vu un médecin qui a consulté les radios etc. qui nous a rassurés sur le fait que vu l'emplacement de la fracture, vu la grosseur et voilà comment était aménagée entre guillemets la fracture, qu'il n'y avait pas vraiment besoin de plâtre en tant que tel. Parce que si vous voulez, là si ça c'est le pied, il s'est fracturé en fait vraiment à la base du gros orteil. Donc vraiment au niveau du pied, au niveau de pas au niveau de l'orteil, vraiment au niveau du pied, là où finalement l'orteil se rattache au pied ici, là au niveau de l'articulation. Et en fait c'est déchiré un peu tout en longueur. Des fractures, déchirements osseux, enfin bon, bref, tout le tintouin. Et donc il nous a rassurés sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de plâtrer ou d'immobiliser avec une attelle vu l'emplacement, que par contre il fallait laisser le pied, pas solliciter le pied. Donc évidemment alors, il n'avait pas d'orthopédiste à ce moment-là à l'hôpital, donc on a eu une consultation chez un orthopédiste la semaine prochaine, mais qui a priori va être surtout là pour gérer le suivi pour le rétablissement, mais qui ne ferait pas grand chose de plus finalement que ce qu'a fait le médecin. Et ce matin, c'est pourquoi je suis un petit peu pressée, on va à l'ouverture à 9h chercher une botte orthopédique à air, je sais pas trop, c'est la première fois que je suis confrontée à ça, donc c'est comme une grosse botte là avec des scratchs, avec comme de l'air qui se gonfle pour immobiliser le pied et qui permet en fait de marcher avec. Et on nous a donné des béquilles hier, donc au moins voilà, Loris peut au moins se déplacer parce que bon. Donc voilà, donc c'est ça toute cette histoire. Donc j'ai quitté le travail plus tôt jeudi, j'ai quitté le travail plus tôt hier. Une chance, le vendredi après-midi je travaille pas, donc j'ai pas eu trop besoin. Finalement j'ai réussi quand même à rattraper mon temps, donc tout va bien. Sauf que comme on est parti un petit peu en catastrophe et au milieu de mes journées de travail, j'avais pas le temps de préparer un tricot quoi. Sauf que j'avais ou mon gros kitty ou ma pointe de sacristain là, de la chaussette orange. Donc j'ai attrapé ça et j'ai bobiné dans la salle d'attente. Clairement j'avais pas le choix, j'avais pas d'aiguilles parce que mes aiguilles étaient sur mes chaussettes oranges, donc j'ai pris mes aiguilles en bois que j'avais achetées lors de mon voyage en Argentine pour pouvoir prendre l'avion sans être embêtée. Sauf que tricoter, là ça m'a confirmé que tricoter avec des aiguilles en bois, j'aime vraiment pas ça. Donc jeudi soir quand je suis rentrée, j'ai troqué mes aiguilles en bois pour mes aiguilles en métal, j'ai mis mes doubles pointes vu que je suis à la pointe de celle-ci et voilà. Donc bref, ça a conclu pour ce vlog pour aujourd'hui. Alors je suis un petit peu déçue parce que je prévoyais vous faire la surprise de vous faire un mini vlog ce week-end. Je prévoyais avoir un week-end très créatif qui aurait dû commencer hier midi normalement et j'avais prévu vous faire un mini vlog de mon week-end et de vous le poster la semaine prochaine entre 2 vlogs. Sauf que bon là j'ai l'impression que ça tombe un petit peu à l'eau. Donc dépendamment de comment se déroule la journée, peut-être que j'essaierai quand même de le faire et puis je verrai à la fin du week-end est-ce qu'il y a suffisamment de choses intéressantes pour vous sortir une petite vidéo la semaine prochaine ou est-ce que je l'intègre à mon vlog régulier qui sortira dans 2 semaines. Ça va vraiment dépendre de ce que j'ai le temps de filmer, le temps de tricoter aussi parce que la journée s'annonce quand même assez chargée
aussi bien voilà, pour gérer les affaires de Loris. Du coup il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire depuis jeudi quoi, donc on verra. Mais merci, en tout cas j'ai reçu pas mal de messages de soutien pendant ces 2 jours. Je vous ai posté sur Instagram au fur et à mesure l'attente dans les salles d'attente, etc. Donc j'ai reçu pas mal de messages de soutien, de bon rétablissement, donc merci à tous. Et puis je vous souhaite de passer un bon samedi, un bon week-end. Désolée pour ce petit final un peu plus approximatif que d'habitude. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire si la vidéo vous a plu et que vous avez envie de me soutenir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon tricot et à bientôt!